La nuit est tombée sur Paris, mais au palais de l'Élysée, toutes les lumières restent allumées. Sur la grande table de la salle du Conseil, des cartes de France sont étalées, couvertes de flèches noires qui foncent vers le sud. Chaque flèche, c'est une armée allemande. Chaque centimètre gagné sur le papier, c'est une ville de plus qui tombe. Au centre de la pièce, un homme fixe l'horloge. Il sait qu'il lui reste moins de 24 heures pour décider si la France va continuer la guerre ou s'agenouiller. Il s'appelle Albert Lebrun. Il est président de la République. À sa droite, Philippe Pétain plaide pour demander l'armistice. À sa gauche, des ministres hurlent qu'il faut partir en Afrique du Nord et continuer le combat. Et, un peu en retrait, un autre homme se tait, mais observe chaque geste du président, Pierre Laval. Rival patient, sourire mince, il attend le moment où Albert Lebrun laissera filer le temps, où une seule hésitation suffira pour qu'il puisse prendre sa place dans l'histoire. Ce visage fermé, ses mains crispées sur le dossier du fauteuil présidentiel, cette fatigue qui plisse le front, rien ne laisse deviner qu'avant d'être l'homme qu'on presse de signer la reddition, Lebrun a été un enfant de la frontière. Né au milieu du bruit des canons, pour comprendre comment ce fils de paysan lorrain s'est retrouvé une nuit de juin 1940, à porter seul sur ses épaules le poids d'un pays en décomposition, il faut remonter en arrière, très loin en arrière, avant l'Élysée, avant la politique, avant les ministères, jusqu'à un petit village perdu parmi les collines de Lorraine et à un bébé qui pousse son premier cri, alors que la France, elle, vient d'en pousser un de douleur. Nous sommes le 29 août 1871 à Mercy-le-Haut, dans le département de Meurthe et Moselle. La guerre franco-prussienne vient de s'achever. L'empire de Napoléon III s'est effondré comme un château de cartes trempé sous la pluie. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont arrachées à la France. On signe des traités que personne ne lit dans les fermes, mais dont tout le monde sent le goût amer. Dans cette campagne encore couverte de fumée et de rumeurs, naît Albert Lebrun. Son premier décor, des champs, des vaches, des routes boueuses et des adultes qui parlent bas de la défaite, des humiliations, des frontières déplacées comme des lignes de craie sur un tableau. Son père est un cultivateur modeste, travailleur jusqu'à l'épuisement, qui compte ses sous comme on compte les jours avant la récolte. Sa mère, pieuse et discrète, tient la maison, élève les enfants, affûte au fil des saisons cette vertu rude des campagnes, la patience. Mais dans ce foyer simple règne une obsession nouvelle, presque violente pour l'époque, l'école. Un soir d'hiver, alors qu'Albert a à peine l'âge de marcher, son père jette un journal sur la table, avec un geste sec. « On a perdu, dit-il, parce qu'on était en retard. Retard dans les canons, dans les trains, dans les usines et dans les têtes. » Le petit garçon ne comprend pas encore les mots, mais il entend la colère. Elle ne le quittera jamais vraiment. Dans la petite salle de classe de Mercy-le-Haut, le jeune Albert se révèle vite différent. Tandis que les autres enfants somnolent en rêvant au foin, lui avale les lignes du manuel d'histoire, fasciné par ces dates qui claquent comme des détonations. 1789, 1815, 1870. Il recopie les cartes de France, les frontières en pointillés, et s'arrête toujours. Plus longtemps sur cette cicatrice à l'est, là où sa région a été coupée en deux. L'instituteur, ancien soldat à la moustache dure, repère ce regard sérieux qui reste fixé sur le tableau après la sonnerie. Il pousse ce fils de paysan à passer des examens. Albert décroche une bourse, un mot qu'on prononce comme un miracle dans la famille Lebrun. Un matin, à l'aube, le village l'observe monter dans une carriole qui doit le conduire au lycée de Nancy. La route est longue et chaque chaos sur les pierres semble l'arracher un peu plus à son enfance. Il laisse derrière lui le rythme lent des saisons pour rejoindre le temps rapide de la ville et de l'industrie. À Nancy, au tournant des années 1880, la France se reconstruit en acier et en fumée. Les hauts fourneaux embrasent le ciel nocturne. Les mines engloutissent des hommes entiers. Les trains sifflent comme des bêtes impatientes. La Lorraine découvre qu'elle est assise sur un trésor de minerai de fer et que ce trésor attise toutes les convoitises. Au lycée, Albert travaille sans relâche, comme s'il avait, lui aussi, un chronomètre accroché au-dessus de sa tête. Ses camarades se moquent de son accent rural, de ses vêtements trop simples, mais aux compositions de mathématiques, c'est lui qui termine avant la fin, non parce qu'il est pressé, mais parce que ses solutions sont déjà prêtes dans un coin de son esprit.
Quand les professeurs annoncent le début des classes préparatoires aux grandes écoles, il hésite à s'inscrire. Les frais sont lourds, la famille ne roule pas sur l'or. Une nuit, il couche sur un bout de papier un calcul froid. Combien coûte ce rêve? Combien rapporterait, plus tard, un poste d'ingénieur de l'État? Les chiffres lui disent de tenter. Son père, les mains encore couvertes de terre, signe le papier d'inscription d'une écriture hésitante. « Tu n'auras pas le droit à l'erreur, Albert. » Pas une seule. Cette phrase devient sa règle de vie. La préparation au concours est un tunnel. Pendant 2 ans, il ne voit presque rien d'autre que des équations, des plans, des schémas de machines à vapeur. Les nuits sont courtes, les repas rapides, la vie sociale réduite à quelques discussions arrachées dans le couloir. Dans cette fournaise intellectuelle, un autre nom revient souvent, chuchoté avec un mélange d'admiration et d'agacement. Henri de Villeneuve, fils d'une grande famille parisienne, toujours parfaitement habillé, esprit vif, sourire assuré. Henri est présenté comme le favori des professeurs. Lors des concours blancs, c'est toujours lui ou Albert qui se disputent la première place. Une rivalité froide s'installe, faite de regards mesurés, d'échanges polis, mais tranchants. Dans la salle d'examen, le jour du grand concours pour l'école polytechnique, un silence de marbre s'abat sur les rangées de tables. 4 heures. 4 heures pour jouer une partie dont l'enjeu, pour certains, n'est qu'un prestige de plus, mais pour Albert, c'est sa vie entière. Il serre son crayon comme on serre une arme. Quand les résultats tombent, quelques semaines plus tard, les journaux affichent les listes de reçus. Au milieu des noms prestigieux, on lit Lebrun Albert, Lorraine, fils de cultivateur. Il est reçu dans les premiers. À quelques lignes de là, figé dans l'encre noire, apparaît aussi de Villeneuve, Henri, Paris. Les 2 rivaux se retrouveront. Mais pour l'instant, Albert franchit pour la première fois les grilles monumentales de l'école polytechnique, ce temple laïque de Saint-Odyssée, la science et de l'État, emportant dans sa valise plus de doutes que de chemises. À Paris, tout va plus vite. Les tramways, les journaux, les rumeurs politiques. La jeune Troisième République vacille encore, secouée par les scandales financiers, les crises ministérielles, les luttes entre monarchistes et républicains. Dans les amphithéâtres de l'X, on parle de résistance des matériaux, mais dans les couloirs, on commente les élections, les discours, à la Chambre, les nouvelles lois scolaires. Albert écoute plus qu'il ne parle. Il observe comment une poignée d'hommes, derrière un pupitre, peut faire trembler une nation entière. L'idée s'insinue, discrète. Servir la France, ce n'est peut-être pas seulement construire des ponts et des mines. Pour l'instant, pourtant, il choisit la voie la plus logique. À la sortie de l'école polytechnique, il intègre le corps des mines. Cette élite d'ingénieurs dont la signature peut faire ouvrir ou fermer des puits, naître ou mourir des villes entières. Le hasard, ou le destin, le renvoie dans l'Est, tout près de ses terres natales. Il inspecte des concessions minières, descend sous terre, le visage noirci par le charbon, discute avec les ouvriers, les patrons, les maires. C'est une autre école qui commence, brutale, poussiéreuse, bruyante. Sous les voûtes étroites des galeries, on lui raconte les accidents, les explosions, les grèves, les veuves qui attendent au-dessus, sans savoir si les hommes remonteront. Un jour, dans un bureau lambrissé, il se retrouve face à un directeur de compagnie minière, cigare aux lèvres, qui lui explique d'un ton faussement aimable que la sécurité, c'est bien beau, mais cela coûte. Le jeune ingénieur, costume encore raide, répond calmement en sortant un tableau de chiffres, montrant combien une catastrophe reviendrait. Plus cher, en vies humaines comme en indemnités, que quelques investissements immédiats. C'est sa manière de lutter. Il ne hausse pas la voix. Il pointe des colonnes de nombres. Mais derrière les chiffres, il y a une conviction qui se forge. L'État ne peut pas se contenter de compter. Il doit protéger. C'est sur ces terres industrielles que la politique vient le chercher. Les notables locaux ont repéré ce jeune ingénieur qui parle peu, mais écoute beaucoup, qui connaît les contraintes des patrons sans mépriser les plaintes des ouvriers. On vient le voir, un soir d'automne, dans une petite salle communale où il examine des plans d'exploitation. On lui propose de figurer sur une liste républicaine pour des élections locales. Il hésite. La neutralité de l'ingénieur, c'est son armure. Entrer en politique, c'est entrer dans le marécage des passions et des coups bas. Mais les souvenirs de son enfance, les discussions à voix basse sur la défaite de 1870, la frontière perdue, tout remonte.
Si ceux qui connaissent le terrain se taisent, qui décidera à leur place? Il accepte d'abord un mandat modeste, conseiller municipal, puis maire de Mercy-le-Haut. Retour au village, mais cette fois avec un autre poids sur les épaules. Il faut gérer les budgets, négocier avec l'administration, organiser l'éclairage public, réparer les routes. Cela peut sembler minuscule, loin des grandes phrases de Paris, mais pour Albert, c'est un laboratoire. Il découvre le pouvoir des délais administratifs qui s'allongent, les pétitions qui arrivent sur son bureau avec la mention « urgent ». Il comprend que la politique, ce n'est pas seulement des discours, c'est une bataille contre le temps des récoltes, le temps des écoles à construire, le temps des dettes à rembourser. Très vite, on lui propose d'aller plus loin. En 1900, une place de député se libère dans sa circonscription de Meurthe et Moselle. Les Républicains cherchent un candidat solide, travailleur, suffisamment jeune pour incarner l'avenir, mais assez sérieux pour rassurer les anciens. En coulisses, un autre nom circule, celui d'Henri de Villeneuve, revenu de Paris, auréolé de succès dans les ministères, protégé par des réseaux puissants. Les deux anciens rivaux de concours se retrouvent, mais cette fois, l'examen n'a plus lieu dans une salle blanche. Il se déroule dans les marchés, les cafés, les salles des fêtes de campagne. Sous le regard des électeurs, la campagne électorale est une course contre la montre. 6 semaines. 6 petites semaines pour convaincre des paysans qui se méfient des beaux parleurs, des mineurs qui n'ont pas le temps d'écouter des programmes, des commerçants qui ne croient plus aux promesses. Henri de Villeneuve arrive dans les villages en voiture, accompagné d'entrepreneurs, serre des mains en distribuant des cartes de visite brillantes. Il parle de modernisation, d'investissement, d'ordre. Albert, lui, va à pied, parfois en carriole comme autrefois. Il s'arrête longtemps dans chaque ferme, écoute les inquiétudes sur les impôts, sur l'école obligatoire qui enlève des bras aux champs, sur les rumeurs de tension avec l'Allemagne qui n'a jamais vraiment disparu de l'horizon. Une nuit, à quelques jours du scrutin, Albert s'assoit seul dans la salle de la mairie. Sur la table, des piles de tracts, des cartes de la circonscription, des listes de villages encore à visiter. Il sait qu'il n'a plus le temps de tous les rencontrer. Chaque heure compte. À cet instant, il sent peser sur lui la pression d'un autre calendrier, bien plus vaste, celui de la France qui entre dans un siècle. Nouveau, celui d'une Europe qui bouillonne. Il pense à ce que lui a dit un vieil ouvrier dans une mine. « Monsieur l'ingénieur, on vous a fait confiance sous terre. Si vous partez à Paris, ne nous oubliez pas à la lumière. » Cette phrase devient son moteur. Il fixe un planning féroce. 3 villages le matin, 2 l'après-midi, un meeting le soir, dormir plus tard. Lors du grand meeting de fin de campagne, dans une halle bondée de fumée de pipe, l'affrontement avec Henri de Villeneuve est direct. Henri parle en premier, d'une voix claire, parfaitement posée. Il promet de défendre les intérêts de la région, assure qu'il a des entrées dans les bureaux ministériels, qu'il saura faire remonter les dossiers. Les applaudissements sont polis, mais une distance flotte. Quand vient le tour d'Albert, il monte à la tribune avec sa silhouette un peu raide, son costume serré, ses lunettes rondes. Il ne gesticule pas. Il commence en rappelant son enfance à Mercy-le-Haut, ses années dans les mines, les noms des villages où il a suivi les accidents et les reconstructions. Il cite les prénoms d'ouvriers, de veuves, de mères présents dans la salle. Il ne promet pas de miracle, il promet du travail, de la persévérance, une présence. Sa voix ne monte jamais très haut, mais elle ne tremble pas. Le soir du vote, les bulletins sont dépouillés à la lumière vacillante des lampes à huile. Dans certains bureaux, l'écart se joue à quelques dizaines de voix. L'attente est interminable. Dans la petite salle de la mairie de Mercy-le-Haut, les partisans d'Albert comptent, recomptent, dressent déjà des scénarios de défaite honorables. À minuit passé, enfin, la nouvelle tombe. Lebrun est élu député. Il devance Henri de Villeneuve d'une courte tête, assez pour être proclamé vainqueur, pas assez pour relâcher la vigilance. Dans la nuit froide, alors que les cloches des villages voisins sonnent tardivement, Albert se retrouve un instant seul dehors, face à la route qui mène vers Paris. Il pense à l'enfant qu'il a été, à la frontière perdue, aux salles de classe où l'on récitait la carte de France en serrant les dents. Il sait qu'il vient d'entrer dans une autre galerie, bien plus profonde que celle des mines, celle du pouvoir. Ce n'est plus le temps des concours, ni celui des petites mairies. À l'horizon, déjà, des bruits sourds se font entendre. Les tensions internationales montent, les nationalismes gonflent comme des nuages d'orage.
La Chambre des députés qu'il va rejoindre est un théâtre où l'on crie, où l'on conspue, où chaque minute d'intervention est minutée, chaque vote décisif. Le compte à rebours a commencé, sans que personne ne sache encore vers quoi il mène. Pour Albert Lebrun, le fils de paysan devenu député, le temps, une fois de plus, va se resserrer autour de lui. Quand Albert Lebrun pousse pour la première fois la lourde porte du Palais Bourbon, il a l'étrange impression d'entrer non pas dans une assemblée, mais dans une chaudière prête à exploser. Le vacarme des conversations, les éclats de voix, les pas précipités dans les couloirs, tout semble marcher à une vitesse supérieure au reste du pays. Dans l'hémicycle, des centaines d'hommes pressés de parler, pressés de voter, pressés de renverser un gouvernement pour en installer un autre. Au-dessus de leur tête, l'horloge officielle du perchoir, implacable, découpe les minutes de parole, limite les débats, arrête les discussions nettes. Ici, plus que nulle part ailleurs, le temps est une arme. Et pour le nouveau député de Meurthe-et-Moselle, fils de paysan lorrain, chaque seconde gagnée ou perdue peut décider du sort de toute une région. Les premiers jours, Albert se sent presque étourdi. On le place sur les bancs de la majorité républicaine modérée. Autour de lui, des voix tonitruantes qu'il a déjà lues dans les journaux. Jaurès, Clemenceau, Poincaré, des hommes qui occupent l'espace autant par leurs mots que par leurs gestes. Lorsqu'un ministre se lève, les huées fusent de la droite, les applaudissements éclatent à gauche, les interpellations claquent comme des gifles. La première fois qu'un député menace un autre de régler ça en duel, Albert croit à une plaisanterie. Il découvre que parfois, ce n'est pas une métaphore. Il observe, silencieux. Il prend des notes. Il apprend. Il sait qu'il n'a pas le droit au faux pas. Dans ce labyrinthe de commissions, de couloirs sombres, de bureaux partagés, tout peut se jouer dans un regard, une poignée de main, un rendez-vous manqué. Rapidement, il comprend où se tient le vrai cœur battant de la Chambre. Dans les commissions techniques, là où l'on discute des budgets de chemin de fer, des impôts sur le charbon, des tarifs douaniers sur l'acier, c'est son terrain. Il demande à siéger dans les commissions des travaux publics, des finances, des affaires industrielles. Certains ricanent. Encore un ingénieur qui croit que le pays se gère comme une usine. Mais quand Albert prend la parole pour expliquer, chiffres à l'appui, pourquoi une ligne ferroviaire mal conçue ruinera 3 départements. En 10 ans, le silence se fait. Un après-midi, alors qu'il sort d'une séance de commission, une silhouette élégante l'attend dans le couloir. Chapeau impeccable, redingote parfaitement coupée, sourire sûr. Henri de Villeneuve. L'ancien rival des concours, devenu député lui aussi, mais à Paris, sous une autre étiquette, plus conservatrice, plus hautaine. « Je vois que nous partageons à nouveau les mêmes salles d'examen, Albert », lance Henri avec une courtoisie glacée. Sauf qu'ici, les copies se comptent en bulletins de vote. Leurs échanges restent polis, mais chaque phrase est une pointe. Henri, soutenu par des milieux d'affaires parisiens, défend l'idée d'un État léger, qui laisse faire les industriels. Albert plaide pour une puissance publique capable d'imposer des normes de sécurité, de protéger les ouvriers, d'orienter les investissements vers les régions sacrifiées. Dans les couloirs, certains parient déjà sur lequel des deux finira ministre en premier. La France, elle, entre dans une nouvelle bataille, celle de la laïcité. La séparation de l'Église et de l'État se prépare. Enfiévrant le pays, dans les villages lorrains, les curés montent en chaire pour dénoncer les persécutions républicaines. Les instituteurs brandissent les lois Ferry comme un drapeau. Albert se retrouve coincé entre deux fidélités, à la République qui l'a fait sortir de sa campagne et à ces paysans pieux qui lui ont donné leur voix. Lors d'un débat houleux, où les anticléricaux les plus durs réclament la confiscation pure et simple des biens de l'Église, il demande la parole. Sa voix n'est pas tonitruante, mais son accent lorrain, encore perceptible, donne à ses mots une gravité particulière. Il raconte les enterrements où le prêtre et le maire se tournent le dos, les familles déchirées par la politique, les instituteurs, insultés à la sortie des classes. Il plaide pour une séparation ferme, mais sans humiliation. Il n'arrête pas le rouleau compresseur de la loi de 1905, mais quelques amendements techniques qu'il propose allègent le choc dans certaines communes rurales. Les journaux ne titrent pas sur lui, mais dans sa circonscription, on remarque que Lebrun n'a pas oublié d'où il vient. C'est pourtant à Paris qu'un tournant inattendu l'attend.
Une fin de séance, le ministre des colonies l'aborde discrètement. On cherche un sous-secrétaire d'État capable de comprendre les questions techniques et financières d'un empire qui s'étend de l'Afrique à l'Asie. La plupart des ambitieux rêvent des affaires étrangères ou de la justice. Les colonies, c'est loin, poussiéreux, parfois méprisé. Albert, lui, voit autre chose. Des ports à construire, des voies ferrées à tracer, des concessions minières à encadrer. Il accepte. Soudain, le voilà propulsé dans un autre monde. Dans le vaste bureau du ministère des colonies, les murs sont couverts de cartes multicolores. En rouge, les territoires français, Algérie, Indochine, A, O, F, I, E, F. Madagascar, sur la table des dossiers s'empilent, demandes de concession, rapports sur les révoltes, projets de route. Il découvre une administration souvent lente, parfois corrompue, toujours débordée. On parle de mise en valeur des colonies, mais derrière ces mots lisses, Albert lit des chiffres de mortalité, des conditions de travail inhumaines, des profits colossaux. Un jour, un dossier attire particulièrement son attention. Une grande société parisienne demande l'autorisation d'exploiter des mines dans une colonie d'Afrique équatoriale. En échange de promesses vagues de routes, d'écoles, d'hôpitaux, le représentant de cette société obtient un rendez-vous. Quand il entre, Albert reconnaît aussitôt la voix avant même de lever les yeux. Henri de Villeneuve, cette fois en costume d'avocat. D'affaires, mandaté par les investisseurs. « Voyons, Albert, » dit Henri en déroulant son argumentaire, « c'est une opportunité exceptionnelle pour la France. Des capitaux privés, des emplois, du rayonnement. Il ne faut pas laisser passer cela à cause de scrupules administratifs. » Albert étale les rapports devant lui, les précédentes concessions de la même société, les promesses non tenues, les révoltes matées, par la force, les routes jamais construites. « Ce ne sont pas des scrupules administratifs, » répond-il calmement, « ce sont des vies humaines et une réputation. Si l'État signe, il est comptable de la suite. » La discussion s'envenime. Henri, irrité par la résistance de ce paysan entêté, menace à demi-mot de faire jouer ses relations au Parlement. Albert tient bon. Il impose des conditions strictes, des contrôles réguliers. Dans les cercles d'affaires, on commence à murmurer que le brin n'est pas très souple. Dans certains villages d'Afrique, quelques années plus tard, on parlera autrement de ce fonctionnaire invisible qui a obligé une compagnie à enfin tenir au moins une partie de ses engagements, mais la grande horloge de l'histoire avance. L'Europe se tend, les alliances se nouent, les budgets militaires gonflent, les nationalismes hurlent plus fort. En 1914, le temps se brise. Un matin de juillet, la nouvelle de l'attentat de Sarajevo arrive à Paris. D'abord comme une rumeur, puis comme une certitude. Les jours suivants, les trains se remplissent de soldats, les gares grondent de chants et de sanglots. Au Palais Bourbon, on convoque en urgence les députés. Il faut voter les crédits militaires. Vite! Cette nuit-là, l'Assemblée siège jusque tard, des discours enflammés se succèdent, certains implorent la paix, d'autres réclament la revanche. Albert se doute que l'inéluctable est déjà en marche. Il pense à la Lorraine, à cette frontière qui n'a jamais cicatrisé. Il sait que si la France recule, c'est toute sa région qui retombera sous la botte allemande. Quand vient le moment du vote, il glisse son bulletin en silence. Il vient d'accepter d'entrer dans la guerre. La guerre ne tardera pas à le happer tout entier. On lui confie d'abord des missions techniques, puis des responsabilités plus lourdes. En 1917, il devient ministre du blocus. Derrière ce titre austère se cache une tâche implacable, affamer l'ennemi avant que lui-même n'affame la France. Il faut coordonner avec les Alliés, serrer l'étau sur les voies maritimes, contrôler chaque cargaison qui traverse les mers. Dans un bureau sans fenêtre directe, éclairé par des lampes électriques qui bourdonnent, des cartes du monde sont épinglées au mur. De petites aiguilles représentent les convois de charbon, de blé, d'acier. Chaque jour, des télégrammes chiffrés arrivent. Un navire torpillé en Atlantique, un autre détourné en Méditerranée, un port neutre, suspecté de jouer double jeu. Le temps n'est plus compté en semaines, mais en jours, parfois en heures, si tel convoi n'atteint pas tel port avant la fin du mois, et des usines s'arrêteront, des batteries d'artillerie manqueront d'obus, des villes se retrouveront sans pain. Albert travaille jusqu'à l'épuisement. Il signe des ordres de saisie, des interdictions d'exportation, des décrets qui chamboulent les échanges du monde.
Il sait que chaque ligne qu'il trace sur une carte peut condamner quelque part une usine allemande à s'éteindre, ou un village neutre à sombrer dans la misère. La guerre a transformé ces tableaux de chiffres en armes. Dans les couloirs du ministère, une fois encore, il croise Henri de Villeneuve. Celui-ci s'est reconverti en intermédiaire pour des sociétés qui profitent du conflit. Il plaide pour des exemptions de blocus au nom de besoins humanitaires ou de risques diplomatiques. Albert, qui commence à voir clair dans ce jeu trouble, refuse les passe-droits les plus grossiers. Le fossé entre les deux hommes devient un gouffre. L'un se voit comme un patriote qui sacrifie tout à l'effort de guerre, l'autre comme un réaliste qui sait que la finance ne s'arrête jamais, même sous les bombes. Une fois l'armistice signé, un autre chantier commence immédiatement, la reconstruction. En 1918, on confie à Lebrun le ministère de la reconstruction industrielle. Il reprend la route de l'Est, cette fois non plus comme simple ingénieur, mais comme ministre. Ce qu'il découvre le hante. Des villes entières rasées, des usines éventrées, des villages réduits à quelques cheminées noires dressées dans le vide. Dans certains endroits, il ne reconnaît plus les paysages de son enfance. Là où il y avait des fermes, il n'y a plus que des cratères. Le temps, désormais, c'est l'hiver qui approche. Des centaines de milliers de personnes sont sans abri. Il faut rebâtir des maisons, des écoles, des hôpitaux. Il faut décider où reconstruire à l'identique, ou déplacer des usines plus à l'intérieur du pays, ou abandonner purement et simplement. Les maires l'assaillent de requêtes, les industriels réclament des crédits, les paysans supplient qu'on remette l'eau et l'électricité avant les premières gelées. Dans les réunions de nuit, les cartes de l'Est ressemblent à des corps disséqués. La moindre route devient une artère vitale. Albert s'acharne. Il obtient des financements, impose des priorités, se bat contre les lenteurs de l'administration. Il gagne en réputation. On le décrit comme un homme sérieux, appliqué, sans éclat, mais qui fait le travail. C'est un compliment discret, mais dans cette France épuisée, c'est l'un des plus précieux. En 1920, une nouvelle étape s'ouvre. Il quitte la Chambre des députés pour le Sénat. Certains y voient une semi-retraite, un refuge pour notables rassasiés. Pour lui, c'est un autre terrain où s'exerce la patience du législateur. Il y devient rapidement une figure importante de la Commission des finances. Pendant que la plupart des sénateurs désertent, quand on aborde les colonnes de chiffres, lui reste jusqu'au bout, crayon en main, à disséquer les budgets. Il connaît les rouages de l'État mieux que beaucoup de ministres éphémères. Les années 1920 passent dans un mélange de prospérité fragile et de tensions sous-jacentes. Mais à la fin de la décennie, le choc arrive de l'autre côté de l'Atlantique. La crise de 1929. Les cours s'effondrent, les banques vacillent, les usines ferment. Les notes que Lebrun reçoit sur son bureau deviennent chaque mois plus alarmantes. Le chômage grimpe, les recettes fiscales s'effondrent, il alerte, propose des mesures de rigueur budgétaire, des réformes prudentes. On l'écoute poliment, on le trouve trop pessimiste. D'autres, plus flamboyants, promettent des solutions rapides, des relances miraculeuses. Parmi ces nouveaux venus qui savent attirer les regards, un nom revient de plus en plus souvent, Pierre Laval. Ancien socialiste devenu centriste, brillant, roué, capable de parler autant aux ouvriers qu'aux notables, il grimpe vite. Au Sénat, Albert observe cet homme qui sait se rendre indispensable à tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Laval serre des mains, raconte des anecdotes, promet d'arranger les choses. Il n'a pas le sérieux austère de Lebrun, mais une souplesse inquiétante. Entre les deux hommes, le courant ne passe pas. L'un croit à la force tranquille des institutions, l'autre à l'art des virages tactiques. En 1931, un événement modifie encore une fois l'équilibre du pouvoir. Paul Doumer, président du Sénat, est élu président de la République. Le fauteuil qu'il occupait au Luxembourg se libère. Le choix de son successeur n'est pas anodin. Le président du Sénat est la deuxième figure de l'État, celui qui assurerait l'intérim en cas de vacances à l'Élysée. Dans les couloirs tapissés de rouge, les réunions se multiplient. Les groupes parlementaires cherchent un nom qui ne divise pas, qui rassure, qui connaisse les dossiers. Le nom d'Albert Lebrun circule, il n'est pas le plus flamboyant ni le plus célèbre, mais il est une valeur sûre. Les uns après les autres, des sénateurs viennent dans son bureau, un peu exigus, pour prendre la température. Il hésite. Il sait qu'accepter, c'est entrer dans un autre rythme, plus exposé, plus périlleux.
Mais il voit aussi la crise qui s'aggrave, les gouvernements qui tombent les uns après les autres, les manifestations qui gonflent. Le Sénat aura besoin d'un pilote calme. Il finit par dire oui. Élu président du Sénat, il quitte son ancien siège pour monter sur la tribune surélevée. Devant lui, la salle en hémicycle, plus feutrée que celle du Palais Bourbon, mais tout aussi redoutable. Derrière lui, encore une fois, une horloge. Il dirige les débats, distribue la parole, calme les excès, veille à ce que les votes aient lieu dans les délais. C'est un travail de funambule, en pleine tempête économique. Il doit parfois trancher en quelques minutes des questions de procédure qui peuvent faire tomber un cabinet. Le 6 mai 1932, le temps cesse d'un coup. À la sortie d'une remise de prix aux anciens combattants, le président Paul Doumer est atteint de plusieurs balles tirées par un Russe blanc. Il meurt le lendemain. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Pour la première fois depuis longtemps, un président de la République est assassiné. Le pays est sous le choc. Les journaux sortent des éditions spéciales, les cloches sonnent, les drapeaux passent en berne. Mais derrière le deuil national, une mécanique implacable se met en marche. La Constitution est claire. Il faut élire un nouveau président, rapidement. Le Congrès, réunion des députés et des sénateurs, doit se réunir à Versailles sous quelques jours. Les partis, à peine remis, se lancent dans une course contre la montre. Ils n'ont que quelques nuits pour trouver un candidat capable de recueillir une majorité. Chaque heure de retard, c'est un peu plus d'incertitude politique dans un pays déjà fragilisé par la crise. Dans les salons feutrés de la présidence du Sénat, Albert Lebrun reçoit les délégations. Les radicaux, les modérés, quelques socialistes, chacun a son champion. Un ancien président du Conseil, un ministre populaire, un tribun à la voix de stentor. On lui parle aussi de lui. Vous seriez un bon candidat de rassemblement, Monsieur le Président. Vous connaissez tout le monde, vous ne faites pas peur. Il se crispe. Il n'a pas rêvé du rôle de chef de l'État. Il se voit comme un homme des chiffres et des procédures, pas comme un symbole. Dans un coin du jeu, une autre figure s'active, Pierre Laval. Il n'a pas cette fois de chance réelle pour l'Élysée, mais il comprend que celui qui aidera à faire élire le prochain président pourra réclamer ensuite des postes, des influences, des gages. Il tisse sa toile, multiplie les conciliabules, promet des soutiens ici, menace de retrait là. Et dans l'ombre de Laval, Albert aperçoit un visage familier. Henri de Villeneuve, devenu l'un de ses conseillers officieux qui murmure des noms et des stratégies aux oreilles des grands. La veille de l'élection, à Versailles, les couloirs bruissent de rumeurs. Certains affirment que le favori est un radical connu, d'autres qu'un accord de dernière minute propulsera un inconnu. Dans une petite chambre d'hôtel, à quelques rues du château, Albert ne dort pas. Sur la table, un programme de la séance, avec les horaires stricts. Première convocation du Congrès à 15 heures, éventuellement plusieurs. Tour de scrutin dans la journée, il sait qu'au moment où il franchira les grilles de Versailles, tout pourra encore basculer. Il a quelques heures, pas plus, pour décider s'il accepte de laisser son nom circuler officiellement ou s'il se retire, au risque de provoquer un chaos dans les tractations. Au matin, il choisit. Il ne fait pas campagne, ne promet rien, mais il ne se dérobe plus. Il laisse ses soutiens parler pour lui. L'heure tourne. Dans la grande salle du Congrès, transformée pour l'occasion en théâtre de la République, près de 900 parlementaires prennent place. La chaleur est lourde, les fenêtres sont entr'ouvertes, mais l'air ne circule pas. Sur une estrade, un bureau, des urnes, des piles de bulletins. Le président de la Chambre lit l'ordre du jour. Les journalistes, relégués sur des tribunes, scrutent chaque geste. Les favoris d'hier peuvent devenir les oubliés de ce soir. Premier tour, des bulletins blancs, des votes dispersés. Les grands noms se détachent, mais aucun ne s'approche de la majorité absolue. Albert obtient un score honorable, mais loin d'être décisif. Les couloirs se remplissent aussitôt de silhouettes pressées. On discute, on renégocie, on efface des noms sur des listes manuscrites pour en écrire d'autres. Certains candidats se retirent avec dignité, d'autres s'accrochent. Laval glisse d'un groupe à l'autre, carnet à la main, comme un chef d'orchestre invisible. Deuxième tour, les blocs se recomposent, le nom de Lebrun remonte. On commence à le murmurer avec plus de sérieux. Au moins, avec lui, on sait à quoi s'en tenir. Il n'est à personne, il ne criera pas, il ne choquera pas. Les bulletins s'empilent dans les urnes. Le dépouillement est interminable. Chaque nom lu, chaque chiffre annoncé arrache un soupir, une exclamation.
Un silence. À la fin, la majorité n'est toujours pas atteinte. Il faudra un troisième tour. Entre les deux votes, Albert se retrouve un instant seul dans un petit salon latéral. Par la fenêtre, il voit les jardins de Versailles, impeccablement taillés, figés dans une perfection froide. À l'intérieur, le tumulte continue. Il pense à sa route. Merci-le-Haut, Nancy, les mines, les galeries de charbon, les colonies, les villages dévastés de l'Est. Il se souvient de son père disant « Tu n'auras pas le droit à l'erreur, pas une seule. » S'il devient président, l'erreur ne sera plus une question de carrière, mais de destin national. On vient le chercher, c'est l'heure. Troisième tour. Les parlementaires retournent voter, certains résignés, d'autres furieux, d'autres soulagés de pouvoir enfin en finir. Dans les tribunes, les journalistes griffonnent des pronostics. On chuchote que les radicaux se sont finalement ralliés à Lebrun, que les modérés n'ont plus de meilleur cheval. Les bulletins tombent dans les urnes en un bruit sec, régulier, comme un métronome. Le dépouillement commence. Nom après nom, le murmure enfle. Lebrun, Lebrun, Lebrun. Le chiffre grimpe, franchit le seuil de la majorité, l'annonce officielle retentit. Albert Lebrun est élu président de la République française. Une onde traverse la salle. Certains applaudissent franchement, d'autres tapent des mains par conformité, d'autres encore se taisent, déjà en train de calculer ce que cela changera dans leur propre stratégie. Sur l'estrade, Albert avance pour saluer. Il n'a ni sourire éclatant, ni geste grandiloquent. Son visage reste sérieux, presque grave. Il sait que ce n'est pas une victoire, au sens où on l'entend dans les campagnes électorales, c'est une charge. En levant les yeux, il croise un instant le regard de Pierre Laval, assis parmi les sénateurs, un regard brillant, difficile à lire, où se mêlent respect, calcul et peut-être déjà une forme de défi. Un peu plus loin, appuyé au fond d'un couloir, Henri de Villeneuve observe aussi, les bras croisés, un sourire fin accroché aux lèvres. Ces deux-là savent que, derrière la façade protocolaire, une autre partie vient de commencer. Le soir même, il franchit pour la première fois, en tant que chef de l'État, les grilles de l'Élysée. La cour d'honneur est illuminée. Les réverbères dessinent des ombres longues sur les pavés. À l'intérieur, les salons sentent la cire, le velours, l'histoire. On lui montre son bureau. Grande pièce, tapis épais, bibliothèque, un large bureau encombré déjà de dossiers et posé bien en vue comme un symbole qui le suit depuis son enfance. Une horloge, silencieuse mais implacable. Il s'assoit, seul pour quelques minutes. Au dehors, Paris bruisse, ignorant encore de ce que les prochaines années lui réservent. La montée des dictatures, les crises, les émeutes, la guerre qui se rapproche à pas lourds. Dans les couloirs de la politique, Pierre Laval commence déjà à tracer son chemin vers la présidence du Conseil. Les cartes sont rebattues, mais les rivalités demeurent. Albert Lebrun, fils de paysan lorrain, ingénieur des mines, ministre, président du Sénat, vient de gravir la dernière marche institutionnelle. Il est désormais l'homme qui signe les lois, nomme les gouvernements, incarne la France. Il ne le sait pas encore, mais le temps qu'on lui accorde à l'Élysée sera à la fois plus long que prévu et terriblement court. À chaque tic-tac de l'horloge posée sur son bureau, une question, muette, s'impose à lui. Quand l'orage éclatera vraiment, saura-t-il tenir bon face à l'histoire et face à ceux, comme Laval, qui guettent la moindre hésitation pour prendre sa place? La première nuit d'Albert Lebrun à l'Élysée, Paris dort encore tranquille. Et pourtant, à quelques centaines de kilomètres de là, des chars déjà alignés dans des casernes allemandes attendent un ordre qui, tôt ou tard, viendra. Dans le silence épais du palais, parmi les tentures de soie et les dorures, un détail jure avec le décor. Posé sur son bureau, un dossier mince, presque anodin, portant un nom qui ne dit encore rien à la plupart des Français. Adolf Hitler. À cet instant précis, personne ne le sait. Mais la distance entre ce dossier et l'horloge de marbre qui trône en face de lui, c'est le compte à rebours de la Troisième République. Les premiers mois, la présidence d'Albert Lebrun ressemble pourtant à un exercice d'équilibre classique, presque routinier. La Constitution lui donne peu de pouvoir direct. Il nomme les présidents du Conseil, promulgue les lois, arbitre les crises.
Tout se joue dans les coulisses, dans ces entretiens d'1 heure qui peuvent décider de la durée de vie d'un gouvernement. En façade, son rôle est celui d'un père tranquille de la nation, souriant lors des remises de médailles graves aux commémorations de Verdun. Mais derrière les portes capitonnées de l'Élysée, le ton est tout autre. Ministres en panique, chefs de parti qui exigent, menacent, marchandent, comme s'ils négociaient non pas des portefeuilles, mais des minutes d'oxygène. Très vite, il découvre que le vrai poison de la République s'appelle l'instabilité. En 1 an, plusieurs cabinets se succèdent. À peine a-t-il pris l'habitude d'échanger avec un président du Conseil qu'il doit déjà en chercher un autre. Les crises budgétaires se multiplient, les chômeurs défilent. Les ligues d'extrême droite hurlent dans les rues que le régime est pourri. Le 6 février 1934, la colère explose. De sa fenêtre, ce soir-là, Lebrun ne voit pas les manifestants, mais il en entend le grondement, venu de la place de la Concorde, comme un tonnerre qui roule. Des anciens combattants, des camelots du roi, des militants d'extrême droite tentent de forcer les grilles de la Chambre. La police tire. Des morts au pied du Parlement. Dans un salon de l'Élysée, le téléphone sonne sans discontinuer. On lui parle d'émeutes, de tentatives de coup d'État. Certains l'exhortent déjà à prendre des mesures exceptionnelles. Il sait ce que cela veut dire, sortir du cadre, s'accrocher au plein pouvoir au nom de l'ordre. Il refuse. Il choisit une autre voie, forcer la classe politique à se ressaisir. Il appelle successivement les chefs de parti, les conjure de trouver un gouvernement d'union. Mais le temps presse. Si, au matin, le pays a le sentiment qu'il n'y a plus de pilote, les ligues reviendront, plus nombreuses. C'est dans ce contexte qu'un nom revient avec insistance. Gaston Doumergue, ancien président de la République, retiré dans le Sud. Mais jugé capable de rassurer, Lebrun le rappelle, lui donne la tâche de former un gouvernement de salut national. Dans la nuit, sous les plafonds peints de l'Élysée, le vieux républicain accepte. Une crise vient d'être évitée de justesse. Mais Lebrun l'a compris. Le régime avance désormais au bord d'un précipice, et chaque jour gagné n'est qu'un répit. Dans cette valse des gouvernements, une silhouette revient sans cesse, toujours plus proche du centre du jeu. Pierre Laval. Petit homme aux gestes mesurés, sourire qui ne quitte jamais complètement son visage. Il s'insinue partout. Un jour, il arrive à l'Élysée en faux modeste, chapeau à la main, pour consulter le président. En réalité, il se présente, il explique, avec sa voix douce, qu'il est prêt à assumer la charge de président du Conseil, qu'il saura parler à tous, rassurer, les marchés, négocier avec les étrangers. Lebrun écoute, impassible. Il connaît déjà sa réputation, un homme habile, trop habile, qui change de camp avec la même aisance qu'il change de discours. Mais la marge de manœuvre du chef de l'État est limitée. Il ne peut pas inventer des majorités qui n'existent pas. Si les chambres veulent Laval, il devra composer avec lui. Un soir, au milieu d'un de ces conciliabules harassants, alors que l'horloge du salon Murat s'approche de minuit, on annonce un visiteur sans rendez-vous, qui se prétend porteur d'un message urgent pour le président du Conseil pressenti. Lorsque la porte s'ouvre, Albert reconnaît aussitôt le visage fin, les yeux clairs, le sourire à peine ironique d'Henri de Villeneuve. Les années l'ont poli, mais pas assoupli. Il salue Lebrun avec la déférence parfaite des grands bourgeois devant le chef de l'État, puis se tourne vers Laval, qu'il tutoie presque. « Nous avons beaucoup à faire, monsieur le président », dit-il à demi-mot, comme si la nomination était déjà acquise. La France a besoin de stabilité, et les affaires aussi. Lebrun observe la scène sans intervenir. Dans ce court échange, tout est dit. Laval a, derrière lui, ses réseaux économiques et médiatiques qui savent peser sur les gouvernements. Villeneuve, devenu intermédiaire influent entre grandes sociétés et milieux politiques, incarne cette autre forme de pouvoir. Invisible mais déterminante, le conflit qui opposera le président à Laval ne sera pas seulement une affaire de personnes, mais un choc entre deux conceptions de l'État, un arbitre au-dessus des intérêts, ou un gestionnaire parmi eux. Lorsque, en 1935, Pierre Laval arrive à la présidence du Conseil avec le soutien d'une majorité, Lebrun ne peut que constater, il le nomme officiellement comme la Constitution le prévoit. Mais, dès leurs premières rencontres officielles, une tension sourde s'installe. Laval veut utiliser l'Élysée comme un décor, un sceau sans volonté. Lebrun entend bien rester plus qu'une signature au bas des décrets.
Sur son bureau, les dossiers extérieurs s'accumulent. Au-delà des frontières, le décor a changé. À Berlin, le dossier Adolf Hitler s'est épaissi de recensements militaires, de lois antisémites, de discours enflammés. En mars 1936, quand la Wehrmacht remilitarise la Rhénanie en violation des traités, le téléphone sonne très tôt à l'Élysée. Les chefs militaires expliquent qu'une réaction immédiate, même limitée, suffirait sans doute à faire reculer l'Allemagne, encore peu armée. Mais il faudrait décider en quelques heures, avant que les soldats allemands n'achèvent de se déployer. C'est le temps, encore, qui décide. Dans le salon où se réunissent en urgence ministres, généraux, conseillers, Laval arrive le visage fermé, il parle de prudence, de ne pas exposer la France à un conflit pour quelques bataillons en uniforme gris-vert de l'autre côté du Rhin. Il met en avant l'état de l'opinion, la fragilité financière du pays. Villeneuve, qui n'a rien à faire officiellement là mais se trouve pourtant à l'étage du dessous, répand dans les couloirs l'idée que une guerre maintenant serait catastrophique pour les affaires, que les marchés ne le supporteraient pas. Lebrun écoute. Il questionne les chefs d'état-major, demande des chiffres, des délais. Combien de temps pour mobiliser, pour concentrer des troupes? Les réponses sont hésitantes. Le pays, encore traumatisé par 1914-1918, n'a pas le goût d'une nouvelle aventure militaire. En théorie, le président pourrait pousser à l'action, insister, il ne le fait pas. Il entérine la décision de ne pas intervenir. Il gardera longtemps pour lui le sentiment d'avoir, ce jour-là, laissé filer une des dernières occasions de stopper Hitler sans guerre générale. L'année suivante, la situation intérieure bascule à gauche. Le Front populaire triomphe aux élections de 1936. Léon Blum arrive à l'Élysée dans une atmosphère électrique. À l'extérieur, des foules enthousiastes l'escortent, chantent, brandissent des drapeaux rouges et tricolores mêlés. Dans le bureau présidentiel, l'entrevue est courtoise, mais tendue. Blum sait que certains milieux bourgeois, certains industriels représentés par des hommes comme Villeneuve, le haïssent déjà. Lebrun, lui, se tient à son rôle. Il nomme le chef de la majorité, quelles que soient ses couleurs. Sur certains points, le fils de paysan lorrain et l'intellectuel socialiste se comprennent. Quand Blum parle de congés payés, de semaines de 40 heures, Lebrun repense aux mineurs, aux ouvriers qu'il a vus plier sous la fatigue. Il sait que ces réformes, coûteuses, peuvent aussi être un investissement dans la paix sociale. Deux France se parlent à travers eux, celle des notables républicains et celle des masses ouvrières en grève. Mais une troisième, silencieuse, pousse derrière le rideau. La France des milieux d'affaires, consternée. Dans l'ombre, Villeneuve organise la résistance patronale, finance des journaux qui dénoncent l'aventure Blum, plaide auprès de Laval pour qu'il prépare le retour à une politique plus favorable aux libertés économiques. Pendant ce temps, en Espagne, la guerre civile éclate. Blum voudrait aider la République espagnole, mais il se heurte à l'hostilité de Londres, aux cris des droites françaises, aux craintes grandissantes d'un embrasement général. Lebrun, interrogé, joue la prudence. Il n'est pas question pour lui d'engager la France sans filet. Encore une fois, la balance penche du côté du moindre risque immédiat, au détriment peut-être des conséquences à long terme. Chaque décision ressemble à un pari sur le temps qu'il reste avant l'inévitable. L'année 1938 marque un tournant. Le Front populaire s'essouffle, les tensions sociales s'exacerbent. Blum tombe, revient brièvement, retombe. À l'Élysée, Lebrun commence à avoir l'impression d'assister à une pièce dont il ne maîtrise plus le scénario. Les gouvernements se succèdent, mais un visage revient encore, celui de Pierre Laval, jamais bien loin, toujours disponible pour un poste, une mission, un conseil discret. Henri de Villeneuve, lui, a désormais l'aisance d'un homme qui sait que, quoi qu'il arrive, ses clients trouveront leur place. Lorsqu'Édouard Daladier arrive à la présidence du Conseil en avril 1938, soutenu par une coalition plus conservatrice, beaucoup y voient le retour des réalistes. Des crédits massifs sont enfin votés pour la défense. On commande des avions, des chars, des canons. Dans le secret des réunions à l'Élysée, les généraux présentent des plans de réarmement qui auraient dû être lancés des années auparavant. Lebrun pousse discrètement pour que l'on aille plus vite, qu'on rattrape le retard sur l'Allemagne, mais le temps, encore une fois, joue contre eux. Les usines ne sortent pas des avions en quelques semaines, ni des équipages entraînés en quelques mois.
Chaque calendrier de production ressemble à une promesse faite à un futur qui se rétrécit. En septembre 1938, la crise de Munich met le pays au bord de la guerre. Hitler exige les Sudètes. Cette région tchécoslovaque peuplée en grande partie d'Allemands, Londres et Paris sont placés devant un choix brutal. Céder ou plonger dans un conflit pour lequel personne ne se sent prêt. À l'Élysée, les couloirs bruissent d'informations contradictoires. Rapports alarmants sur l'état de l'armée française, télégrammes, inquiets des ambassades, pression de Londres pour chercher à tout prix une issue pacifique. Daladier part pour Munich, la valise lourde de la peur de revivre 1914. Lebrun reste à Paris, en état d'alerte, prêt à signer les décrets de mobilisation générale si les discussions échouent. Pendant qu'il attend, dans un bureau voisin, un petit cercle d'hommes d'influence se réunit. Pierre Laval, bien qu'il ne soit pas au gouvernement, est là, invité officieusement comme conseil avisé. À ses côtés, avec cette façon d'être toujours juste à la bonne distance du pouvoir, Henri de Villeneuve. Ils défendent, une fois encore, la thèse d'un compromis, d'un sacrifice nécessaire pour gagner du temps. Lorsque Daladier revient, souriant devant les foules qui l'acclament comme un sauveur de la paix, Lebrun ressent un malaise. Il connaît trop bien les chiffres du réarmement allemand pour croire à un répit durable. En déposant au coffre du palais le texte des accords de Munich, il a la désagréable impression de ranger, dans un tiroir doré, un compte à rebours raccourci. Les mois qui suivent sont un étrange entre-deux. La France accélère la production d'armements, renforce ses alliances, mais l'ennemi, lui, n'attend pas. En mars 1939, Hitler avale la Bohême-Moravie. Piétinant les engagements pris à Munich, l'illusion s'effondre. Dans le bureau présidentiel, Daladier, le visage tiré, reconnaît devant Lebrun « Nous n'avons plus le choix. La prochaine fois, ce sera la guerre. » Le président approuve d'un signe de tête. Il sait que, désormais, chaque visite à l'Élysée d'un ambassadeur, chaque rapport militaire peut être celui qui déclenchera la mobilisation générale. Le 1er septembre 1939, à l'aube, la nouvelle tombe. L'Allemagne a envahi la Pologne. Dans les heures qui suivent, des télégrammes affolés se succèdent, confirmant l'inévitable. La France a donné sa parole à Varsovie. Elle a aussi, avec la Grande-Bretagne, multiplié les avertissements à Hitler. Ne pas réagir serait renoncer à toute crédibilité. Pour Lebrun, l'heure des ultimatums a sonné. Au Conseil des ministres réunis en urgence, une tension lourde règne. Le général Gamelin parle de plans, de délais de mobilisation. Daladier, blême, mesure le poids de ses décisions. Lebrun, lui, rappelle sobrement les engagements pris devant le Parlement, devant les Alliés. Il sait que, dans quelques jours, il signera la déclaration de guerre au nom de la France. Quand, le 3 septembre, à 17h, le communiqué officiel est rédigé, il le lit en silence avant d'y apposer sa signature. Le pays entre en guerre. Mais, étrangement, aucune bombe ne tombe sur Paris, aucune grande bataille ne s'engage immédiatement. C'est la drôle de guerre. Les mois qui suivent sont ceux d'une attente épuisante. Au front, des soldats grelottent derrière la ligne Maginot. À l'arrière, on s'habitue à des restrictions, à des consignes de blackout. À l'Élysée, Lebrun reçoit des rapports militaires rassurants, trop rassurants. On lui parle de positions solides, de guerre de longue durée, que l'économie française pourrait tenir, mais, dans certains couloirs, des voix discordantes murmurent que l'armée n'est pas prête pour une guerre de mouvement, que l'aviation manque cruellement d'appareils modernes. Au début de 1940, le gouvernement change. Daladier tombe, Paul Reynaud lui succède. Lebrun, qui le connaît depuis les années de la reconstruction, voit en lui un homme plus décidé, plus conscient de la gravité de la situation, mais il arrive tard. Quand, le 10 mai 1940, Hitler déclenche son offensive à l'ouest, tout va soudain beaucoup trop vite. En quelques jours, les blindés allemands percent les lignes, contournent la ligne Maginot, s'enfoncent dans les Ardennes que l'État Major croyait impraticable. Les cartes étalées sur la grande table du Conseil de défense à l'Élysée deviennent un cauchemar. Chaque matin, les flèches ennemies avancent de dizaines de kilomètres, des villes que Lebrun connaît pour y avoir autrefois inauguré des usines. Sedan, Charleville, Reims, puis bientôt Lille, se retrouvent encerclées, submergées. Dans les rues de Paris, les premiers réfugiés arrivent, hagards, tirant des valises ou des charrettes, où s'entassent des couvertures. Quelques meubles, des cages à poules.
Les gares sont saturées. Les ministres se succèdent dans le bureau présidentiel, certains au bord des larmes, d'autres déjà en train de chercher à qui faire. Porter la responsabilité du désastre. Reynaud, les traits creusés, répète qu'il faut continuer la lutte, qu'il faut tenir coûte que coûte jusqu'à ce que les Britanniques puissent aider davantage, jusqu'à ce que, peut-être, les États-Unis sortent de leur neutralité, mais un autre discours gagne du terrain, dans les salons, les états-majors, les couloirs feutrés où l'on parle à voix basse, celui de l'armistice. Parmi ses promoteurs les plus en vue, un nom revient, le maréchal Philippe Pétain, héros de Verdun, entré au gouvernement comme vice-président du Conseil. À 84 ans, il incarne pour beaucoup la sagesse, la gloire militaire, la France des tranchées. Dans son ombre, on voit apparaître, à nouveau, Pierre Laval, revenu aux affaires par la petite porte, multipliant les entretiens confidentiels, les notes officieuses. Henri de Villeneuve, placé aux bons endroits, propage l'idée que résister davantage ne ferait que ruiner définitivement le pays, détruire. Ce qui reste des usines, des banques, des patrimoines, au milieu de ce tourbillon, Albert Lebrun se retrouve face à des choix dont il comprend qu'ils engagent plus que sa carrière. L'existence. Même du régime qu'il incarne, Reynaud veut continuer la lutte, éventuellement depuis l'Afrique du Nord. Pétain et ses partisans plaident pour demander l'armistice. Les réunions au sommet se font plus tendues, plus brèves, comme si le temps lui-même se rétractait. Les cartes d'état-major ne laissent guère de doute. L'encerclement menace. Paris ne pourra pas être défendu sans être transformé en champ de ruines. Une nuit de juin 1940, au milieu d'un conseil de cabinet où les voix s'élèvent, Reynaud se tourne vers Lebrun et, d'une voix brisée, lui lance « Monsieur le Président, si vous le décidez, nous pouvons continuer de nous battre en Afrique du Nord. Mais il faut le dire clairement. Il faut accepter de perdre Paris, peut-être plus. » En face, Pétain, immobile, lâche ces phrases graves sur le cœur serré qu'il aurait à demander l'armistice pour cesser le combat. Laval, lui, ne parle presque pas à haute voix. Il glisse des mots aux uns, aux autres, évoque la nécessité de sauver l'essentiel, de ne pas livrer la France au bolchevisme. En cas d'effondrement total, Lebrun hésite. La perspective de transférer le gouvernement en Afrique du Nord le hante. Des millions de Français livrés à l'occupation, un État, replié à Alger, sans certitude d'être suivi par l'armée, sans garantie d'un soutien effectif britannique. D'un autre côté, il pressent que l'armistice ne sera pas une simple parenthèse, mais une soumission durable, un démantèlement des institutions auxquelles il a consacré sa vie. Chaque heure qui passe rend la décision plus difficile. Les Allemands avancent, les lignes de repli se raccourcissent. Les Britanniques rembarquent à Dunkerque en abandonnant du matériel. La confiance s'effrite. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne. Il estime ne plus avoir la confiance nécessaire pour continuer. La Constitution oblige Lebrun à nommer un nouveau président du Conseil. C'est l'un des moments les plus lourds de sa présidence. Pétain est le candidat évident aux yeux de beaucoup. Auréolé de Verdun, respecté par l'armée, présenté comme seul capable de négocier avec dignité. D'autres noms sont évoqués, mais sans majorité claire. Lebrun sait que s'il refuse Pétain, on l'accusera d'aveuglement, peut-être même de prolonger inutilement l'effondrement. Dans une petite pièce attenante à son bureau, il s'accorde quelques minutes de solitude. Par la fenêtre, il voit les jardins de l'Élysée baignés d'une lumière de fin d'après-midi, presque paisible, démentant le chaos qui règne au dehors. Les bruits de circulation sont étrangement atténués. Déjà, Paris se vide, se fige. Il pense à Mercy-le-Haut, à la ferme de ses parents, à ces paroles de son père sur la responsabilité, puis on frappe. Le temps de l'hésitation est terminé. Il rappelle Pétain, lui confie officiellement la présidence du Conseil. En signant le décret, il a le sentiment de poser sa plume au bord d'un gouffre. Quelques heures plus tard, le nouveau chef du gouvernement demande aux Allemands les conditions d'un armistice. La radio diffuse le lendemain la fameuse allocution du maréchal. « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » En écoutant, seul dans son bureau, Lebrun a le visage fermé. Il n'a jamais été un tribun, mais il perçoit dans le ton de cette déclaration autre chose qu'un simple appel à la prudence. L'annonce.
implicite d'un renoncement plus large. Dans les jours qui suivent, les illusions tombent encore. L'armistice signé, le gouvernement se replie à Vichy, Lebrun, en tant que président de la République, suit le mouvement, enfermé dans une routine de plus en plus étroite, cerné par des hommes qui préparent autre chose. Laval occupe désormais le devant de la scène. Il conseille Pétain, façonne les projets de nouvelle constitution, qui doivent officiellement rénover l'État, en réalité le liquider. Henri de Villeneuve, qui a rapidement trouvé ses marques dans ce nouvel environnement, orchestre déjà des rencontres entre milieux d'affaires et responsables allemands, convaincus que les plus habiles sauront tirer profit de l'ordre nouveau. Le 10 juillet 1940, à Vichy, dans le théâtre municipal transformé en salle de séance, les parlementaires, députés et sénateurs réunis sont appelés à se prononcer sur un texte qui donne au maréchal Pétain les pleins pouvoirs pour promulguer une nouvelle constitution. Autrement dit, à mettre fin, de fait, à la Troisième République. Lebrun, lui, n'a pas le droit de vote, mais il est présent, en coulisses. Il sait que ce vote décidera indirectement de son propre sort. Un chef de l'État réduit à une figure décorative, voire tout simplement effacé. Dans les couloirs, l'atmosphère est lourde, presque suffocante. Certains parlementaires votent oui par conviction, d'autres par peur, d'autres encore par lassitude, persuadés que tout est déjà joué. Quelques-uns refusent, bravement, mais ils sont trop peu nombreux pour inverser le cours des choses. Pendant que les noms sont appelés un à un, Lebrun, dans une loge latérale, écoute sans les voir ces voix qui scellent la fin du régime auquel il a donné sa vie. À un moment, il surprend dans un miroir, au fond du couloir, la silhouette de Pierre Laval, immobile, un léger sourire aux lèvres, comme un homme qui assiste, satisfait, à l'aboutissement d'un plan longuement mûri. À ses côtés, Henri de Villeneuve a ce regard froid de ceux qui savent qu'ils seront du côté des vainqueurs. Quel que soit le régime, lorsque le résultat est proclamé, l'acclamation qui suit a quelque chose de sinistre. Les pleins pouvoirs sont accordés à Pétain. Pour Albert Lebrun, le verdict est clair. Même s'il ne sera officialisé que plus tard, il n'est plus, en pratique, président de la République. On ne lui demandera plus de nommer de président du Conseil, plus de signer de lois votées par un Parlement souverain. À peine lui laissera-t-on, par courtoisie, quelques derniers gestes protocolaires. Dans le bureau exigu qui lui sert désormais de refuge à Vichy, loin des salons de l'Élysée, une horloge, encore une, égrène des secondes, qui n'appartiennent plus vraiment à l'histoire, mais déjà à l'après-histoire. Au dehors, des trains allemands traversent la France. Des uniformes gris-vert foulent les pavés de Paris. Des drapeaux à croix gammées claquent au vent sur les monuments où flottait la veille le bleu-blanc-rouge. Dans l'ombre, Pierre Laval s'installe peu à peu comme le véritable maître du nouveau régime, tandis qu'Henri de Villeneuve ajuste sa place dans le nouvel échiquier. Albert Lebrun, lui, sent que le temps qui lui restait pour infléchir le destin de la France s'est brusquement contracté, refermé sur lui comme une trappe. Il ne lui reste plus, pour l'instant, qu'un pouvoir dérisoire, celui de se souvenir avec une précision douloureuse du moment exact où, de son bureau de l'Élysée, il a laissé entrer, au nom de la légalité, ceux qui allaient défaire la République. Le compte à rebours qui avait commencé, des années plus tôt, avec un mince dossier marqué Adolf Hitler, est arrivé à zéro. Et, dans le silence pesant du petit bureau, le tic-tac de l'horloge ressemble désormais moins à celui d'une machine d'État qu'au battement. Obstiné d'une conscience qui refuse de se taire, on pourrait croire que l'histoire d'Albert Lebrun s'arrête net à Vichy, ce 10 juillet 1940. Quand la Troisième République s'effondre dans un théâtre surchauffé, on pourrait imaginer l'ancien président se retirant doucement dans une maison de province, feuilletant des journaux qu'il ne commente plus. Mais 3 ans plus tard, à l'aube, ce ne sont pas les oiseaux qui le réveillent. C'est le crissement sec d'un frein, une portière qui claque, des voix en allemand dans l'allée, le martèlement de bottes sur l'escalier. Quand la poignée tourne, il comprend d'un coup que, même sans drapeau, sans palais, sans mandat, il reste dangereux pour quelqu'un, et ce quelqu'un vient le chercher. Après le vote du 10 juillet, les apparences entretiennent d'abord l'illusion d'une transition en douceur. À Vichy, on continue de l'appeler Monsieur le Président. On lui réserve un bureau, on lui présente des documents à parapher, surtout des actes administratifs insignifiants, mais tout, autour de lui, dit le contraire.
Les couloirs où circulaient jadis députés et sénateurs bruissent maintenant de militaires allemands en visite, de technocrates avides, en de jeunes hommes au brassin d'un brassard avec Francisque, si au centre de ce nouveau dispositif, un couple de silhouettes devenues familières, Philippe Pétain, massif, hiératique, et Pierre Laval, revenu au premier plan avec le sourire du survivant. Entre les deux, Henri de Villeneuve glisse, toujours à mi-voix, jouant déjà les interprètes entre intérêts économiques français et exigences allemandes. Lebrun, lui, ne signe plus rien d'essentiel. Il observe, il écoute, il note. Dans un carnet à la reliure noircie, il consigne les décrets, les projets de réorganisation de l'État, les petites phrases qui trahissent les grandes ruptures. Il ne s'illusionne plus, le pouvoir n'est plus là où il se trouve. Juridiquement, il se considère encore comme président de la République. Il n'a pas démissionné. Personne ne lui a notifié formellement sa destitution. Mais le nouveau régime a trouvé une formule plus efficace que n'importe quel coup d'État. L'effacement par saturation. On fait comme s'il n'existait plus. Ce silence forcé, Pierre Laval le cultive. Dans les journaux qui l'influencent, on occulte le nom de Lebrun. On le réduit à un point de procédure dans des articles sur la fin de la vieille politique. Henri de Villeneuve, lui, mène une autre bataille. Il s'emploie à convaincre ses partenaires allemands que la légitimité, désormais, se trouve tout entière à Vichy, dans les signatures de Pétain et de Laval, pas dans celles d'un ancien président enfermé dans un bureau. Cet homme ne représente plus rien, glisse-t-il lors d'un dîner avec des officiers de la Wehrmacht. Il a tort. Justement parce qu'il ne signe plus rien, Lebrun incarne, aux yeux de certains, ce qui reste d'une république enchaînée, mais pas abolie. À partir de 1941, on l'éloigne prudemment de Vichy. Officiellement, on invoque sa santé, son besoin de repos. En réalité, on préfère l'avoir loin des intrigues et des micro-clandestins. Il s'installe à Visil, près de Grenoble, dans une grande maison qui ressemble à une retraite bourgeoise. Sous les tuiles, cependant, chaque tic-tac de l'horloge du salon prend une autre dimension. C'est un compte à rebours inversé. Combien de temps le régime de Vichy tiendra-t-il ? Combien de temps avant que Londres, Alger, Moscou et Washington ne viennent rappeler à l'Europe que l'histoire ne s'arrête jamais vraiment? Dans cette maison surveillée discrètement par la police française, puis de plus en plus ouvertement par des agents allemands, Albert reçoit peu. Quelques anciens collaborateurs, quelques amis, parfois un jeune résistant qui vient, sous prétexte d'une visite familiale, lui demander son avis, presque son autorisation morale. Chaque fois, Lebrun mesure le piège. Un mot de trop, une phrase interprétée, et il offre à Laval le prétexte qu'il attend pour s'en débarrasser. Mais se taire complètement, c'est laisser à d'autres, à ses ennemis, surtout, le soin d'écrire la version définitive de 1940. Ce sont finalement les Allemands qui tranchent, à leur façon abrupte, septembre 1943. Le front de l'Est se disloque, l'Italie bascule, les maquis prennent de l'ampleur. Dans les états-majors nazis, on se méfie de plus en plus de ces prisonniers de luxe que sont les anciens responsables de la Troisième République. Un jour, ils pourraient servir de drapeau à un gouvernement français alternatif, soutenu par les Alliés. L'ordre tombe, les neutraliser. Une voiture noire, des hommes en imperméable, le cliquetis métallique d'une crosse contre une rambarde. La Gestapo vient pour Albert Lebrun. Dans le salon de Visil, où les rideaux sont tirés à la hâte, l'ancien président a quelques minutes, pas plus, pour faire un choix. Dérisoire. Que prendre avec lui? Des vêtements chauds? Quelques lettres? Il finit par glisser seulement un carnet dans sa poche intérieure, celui où il a consigné, depuis Vichy, les dates, les noms, les décisions. On lui laisse à peine le temps de dire adieu à son épouse. Au moment de franchir le seuil, il jette un dernier regard à cette pendule de faïence qui l'accompagnait depuis des décennies. Le balancier continue de se balancer imperturbablement. Mais ce temps-là, le sien, ne lui appartient plus. Le voyage qui commence est une plongée dans l'Europe souterraine du Reich. Wagons fermés, gares où l'on ne distingue que des silhouettes armées, couloirs de forteresses glacées, portes lourdes qui se referment avec un bruit de tombe. On le transfère, lui dit-on, pour sa sécurité. En réalité, on l'isole. On le classe parmi ces otages de haut rang dont le destin pourra être négocié, monnayé, voire sacrifié à la dernière minute. Il se retrouve dans un château-forteresse perdu dans les montagnes, quelque part entre l'Allemagne et l'Autriche,
entourés de grillages, de miradors, de chiens. Dans ces murs humides, les titres n'ont plus cours. Les prisonniers se reconnaissent à leur démarche, à leur façon de tenir une cuillère ou d'enfiler leur manteau. Certains sont d'anciens ministres, d'anciens généraux, des syndicalistes, des intellectuels. Ensemble, ils recomposent en miniature la France vaincue. Rancœur, débats interminables sur ce qui aurait dû être fait en 1936, en 1938, en 1940. Au milieu, Lebrun écoute plus qu'il ne parle. Il sait que beaucoup le tiennent pour responsable, au moins en partie, d'avoir appelé Pétain à la présidence du Conseil. Il pourrait se défendre pendant des heures, rappeler les cartes, les rapports, les pressions, les voix tremblantes de ceux qui exigeaient l'armistice. Il préfère économiser sa salive. Le vrai tribunal n'a pas encore siégé. La guerre, elle, s'invite jusque dans la cour du château. L'hiver, on distingue au loin le grondement sourd des bombardements alliés. Puis viennent les rumeurs. Stalingrad, El Alamein, le débarquement en Sicile, chaque nouvelle défaite allemande est une lueur, mais aussi une menace. Les prisonniers comprennent vite que leur survie dépend maintenant d'une course pour laquelle ils n'ont aucune prise. Qui arrivera? En premier jusqu'à leur barreau, les Américains, ou un commando SS chargé de les faire taire à jamais. Chaque printemps, chaque offensive rapprochant le front resserre ce compte à rebours mortel. Un jour de 1944, on les fait sortir des cellules brutalement, ordre de rassembler quelques effets, de se tenir prêts pour un départ. Le couloir résonne de pas, les visages se tendent. Est-ce le voyage vers une autre forteresse, plus au cœur du Reich, ou vers un fossé anonyme au bord d'un bois? L'attente dure des heures, à se caler sur les battements d'un cœur qui cogne trop fort. Finalement, le convoi part. Par les meurtrières d'un camion bâché, Lebrun entrevoit des villages allemands dévastés, des colonnes de réfugiés, des gares éventrées. La puissance qu'il a enlevée perd visiblement pied, mais conserve assez de force pour tuer en se retirant. Ce sera pourtant l'autre camp qui arrivera le premier. Mai 1945. Bruit de moteurs différents, accent américain grossier dans les ordres aboyés, drapeaux étoilés que l'on hisse à la hâte sur des bâtiments encore hérissés de croix gammées. Quand les premiers soldats alliés franchissent le portail du lieu où il est détenu, Albert Lebrun éprouve une sensation presque irréelle. Celle de remonter brusquement à la surface après 5 ans et 10 mois d'apnée. On les photographie, on les interroge brièvement, on les habille de neuf. On leur rend des noms qui, dehors, ont continué de s'user dans les journaux, dans les conversations, dans la boue des rumeurs. Le retour en France est un choc. Il s'attendait à un pays méconnaissable. Il découvre une autre forme de vertige. Un pays qui recommence à parler très vite, très fort, comme pour combler d'un coup 4 années de bâillons. À Paris, les rues portent encore les traces de l'occupation. Impact de balles, panneaux d'affichage arrachés, plaques noircies mentionnant des fusillés. Mais on prépare déjà des bals, des élections, des commémorations. Au sommet, un autre homme incarne désormais la légitimité. Charles de Gaulle, silhouette raide, voix grave aux accents de prophète. Chef de la France libre devenu chef du gouvernement provisoire. Pour Albert Lebrun, la vraie surprise est ailleurs. On ne l'attend pas. Il n'y a pas de foule pour saluer son retour, pas de cortège officiel pour l'escorter à l'Élysée. Le palais est occupé par d'autres services, d'autres urgences. On le reçoit avec les égards dus à un ancien chef de l'État, bien sûr, mais la page semble déjà tourner. On lui demande quelques témoignages pour des commissions d'enquête sur Vichy, sur 1940. Puis on le laisse, poliment, s'effacer. Le duel qu'il pressentait se dessine pourtant ailleurs, dans une salle d'audience surchargée de journalistes. Le procès de Pierre Laval. Laval, arrêté en Espagne, ramené en France sous bonne garde, est devenu le visage abject de la collaboration. Dans le box, il continue de se défendre avec la même habileté retorse qu'autrefois dans les couloirs de l'Élysée. Il prétend avoir protégé les Français, avoir négocié au mieux avec l'occupant, avoir évité pire. Dans cette stratégie, effacer le rôle d'Albert Lebrun en 1940 est essentiel. Si la République apparaît comme déjà morte, le passage à Vichy devient, dans son récit, une simple nécessité historique. À l'inverse, si l'on admet que la légitimité républicaine a survécu, fût-ce comme une braise sous la cendre, alors l'édifice tout entier de la justification lavalienne vacille.
On propose à Lebrun de venir témoigner. Pour des raisons de santé, il limite ses apparitions publiques, mais il transmet des déclarations écrites, des précisions sur les délibérations de juin 1940, sur la manière exacte dont il a nommé Pétain, sur le sens qu'il donnait, alors, à cette nomination. Il ne cherche pas à se blanchir entièrement. Il assume au contraire d'avoir été débordé, d'avoir cru, peut-être trop, au pouvoir, de la légalité dans un moment où les décisions se prenaient au canon. Mais il refuse une chose, que l'on fasse de ce désarroi un blanc-seing pour la trahison ultérieure de Laval. Dans la presse, la bataille de l'interprétation fait rage. Certains éditorialistes, souvent proches des milieux qu'Henri de Villeneuve continue de fréquenter avec une prudence nouvelle, s'emploient à relativiser les responsabilités économiques de la collaboration, pointent plutôt les erreurs politiques de la Troisième République. Villeneuve lui-même comparait brièvement devant une commission d'épuration. Quelques documents compromettants apparaissent. Contrats signés avec des sociétés allemandes, intervention en faveur d'industriels zélés, mais le temps, à nouveau, joue pour lui. À mesure que la guerre s'éloigne, la priorité n'est plus de punir, mais de rebâtir. Il écope d'une interdiction professionnelle limitée, s'arrange pour la faire lever, puis revient dans l'ombre des conseils d'administration. Le rival de Lebrun ne s'appelle plus seulement Laval, bientôt fusillé. Il a désormais le visage plus diffus d'un système capable de se reconfigurer sans se renier. Albert, lui, reprend une vie plus modeste. Il s'installe dans un appartement parisien discret, loin des grandes avenues. Le matin, il lit la presse avec l'attention d'un homme qui a vécu, de l'intérieur, l'usure des régimes. Il surligne, d'un trait de crayon bleu, les débats sur la nouvelle constitution qui doit fonder la 4e République. Les mêmes mots reviennent, ceux qu'il parcourait déjà dans les années 30. Instabilité ministérielle, faiblesse de l'exécutif, émiettement des partis. Les constituants hésitent, mais reviennent finalement à un parlementarisme fourni, méfiant à l'égard d'un chef de l'État fort. Dans la marge de son exemplaire du projet de constitution, Lebrun griffonne quelques mots. On recommence. Il entreprend aussi de mettre en ordre ses propres souvenirs, non pour se justifier à grand fracas, mais pour déposer, noir sur blanc, une version que les historiens, un jour, pourront confronter aux autres. Il décrit Mercy-le-Haut, l'enfance paysanne, la Lorraine annexée puis redevenue française, les années de reconstruction, les querelles budgétaires, les nuits blanches de 1938 et 1940. Plus il avance, plus il sent peser sur sa plume, non seulement le regard des survivants, mais celui d'une génération qui n'était pas née quand les chars ont traversé la Meuse. Pour eux, 1940 n'est déjà plus une blessure, mais une date dans un manuel. Il lui reste peu de temps avant que la poussière ne recouvre tout. Parfois, il retourne en Lorraine, il marche lentement sur les chemins où son père menait jadis les vaches. Les cicatrices de la guerre y sont moins spectaculaires que les cratères de Verdun, mais plus intimes. Des fermes reconstruites à l'identique, des croix de bois blanches aux abords des villages, des familles où il manque toujours un père, un frère, un fils. Dans une petite mairie, il tombe un jour sur son propre portrait accroché de guingois, à côté de celui de Marianne, la vitre est fendue, la photo un peu pâlie. En sortant, il entend un jeune instituteur expliquer à ses élèves qui était le dernier président de la Troisième République. Il l'écoute, immobile, sans se faire reconnaître. Entre ce que l'on dit de lui et ce qu'il a vécu, il y a un gouffre que ni les discours ni les livres ne combleront jamais tout à fait. La santé d'Albert Lebrun décline lentement. Les années de tension, d'angoisse, de captivité ont laissé des traces que les médecins décrivent avec des mots aseptisés. Insuffisance cardiaque, fatigue générale. Il continue pourtant de s'intéresser à la vie publique, il suit les crises ministérielles qui secouent déjà la 4e République naissante avec une pointe d'amertume. À chaque nouveau gouvernement qui tombe, à chaque débat enflammé sur les prérogatives du président, il entend l'écho de ses propres combats silencieux des années 30, quand il suppliait les partis de dépasser leurs querelles pour regarder l'orage qui montait à l'Est. Un jour de 1949, un jeune député, fasciné par l'idée de rencontrer ce témoin direct d'un autre âge, lui rend visite, il parle longuement. Le jeune homme l'interroge sur les erreurs de la Troisième République, sur la nécessité d'un État plus fort, sur la tentation, toujours, de sacrifier les libertés à la sécurité.
Lebrun répond posément, choisissant ses mots avec ce mélange de prudence et de lucidité qui a marqué toute sa carrière. Avant de partir, le député lui demande, presque naïvement, « Et si c'était à refaire? Auriez-vous quand même nommé Pétain ?» Le vieil homme se tait longtemps, puis lâche simplement, « Je ne sais pas si j'aurais pu faire autrement. Mais je sais que j'aurais dû, ce jour-là, parler plus haut. » Cette phrase, le visiteur la rapportera des années plus tard. Elle deviendra, pour certains historiens, le résumé le plus honnête du drame d'Albert Lebrun. Le 6 mars 1950, à Paris, le cœur d'Albert Lebrun s'arrête de battre. Pas d'embrasement national, pas de deuil grandiose. Quelques discours à l'Académie, des articles mesurés dans la presse, un hommage officiel qui insiste sur l'homme de devoir, sur le serviteur de l'État. À Mercy-le-Haut, on hisse un drapeau en berne devant la mairie. Dans le salon de Visil, la vieille pendule de faïence continue de teinter les heures, indifférente à la disparition de celui qui l'a si longtemps écouté. Son héritage, lui, ne s'éteint pas avec lui. Dans les décennies qui suivent, les jugements sur Albert Lebrun oscillent entre sévérité et compréhension. On lui reproche ses silences, sa confiance exagérée dans les mécanismes institutionnels, son incapacité à trancher brutalement quand tout l'y poussait. On reconnaît aussi la droiture d'un homme qui n'a pas cherché à se maintenir par la force, qui n'a pas pactisé avec l'occupant, qui a payé de sa liberté une fidélité têtue à une république déjà enterrée par d'autres. Face à lui, en contrepoint, l'ombre de Pierre Laval, de ses calculs cyniques, des manœuvres d'Henri de Villeneuve et de tout un milieu prêt à plier l'État aux exigences du moment, dessine un contraste que les manuels ne peuvent gommer. À mesure que les régimes passent, que d'autres constitutions naissent, une évidence s'impose aux yeux de ceux qui se penchent sur ces années-là. Ce qui a manqué à Albert Lebrun n'est pas la clairvoyance. Il avait compris, très tôt, le danger hitlérien, le poison, de l'instabilité, mais l'instrument pour transformer cette lucidité en action, prisonnier d'un rôle conçu pour des temps calmes, il s'est retrouvé au milieu d'une tempête que ce rôle n'avait pas prévue. Son histoire, loin d'être celle d'un simple président effacé, devient alors un avertissement. Un régime qui n'imagine pas, dans ses lois même, le moment où tout vacille, condamne ceux qui le servent à choisir entre l'impuissance et la rupture. Dans une vitrine discrète d'un musée parisien, on peut voir aujourd'hui un mince dossier jauni portant le nom Albert Lebrun. À côté, sous verre également, la reproduction d'une couverture de journal des années 30, où s'étale un autre nom, en lettres démesurées, Pierre Laval. Deux destins, deux façons de se tenir face au pouvoir et au désastre. Entre les deux, un pays tout entier, ballotté entre la peur et l'espoir. Et, si l'on écoute attentivement, derrière la vitre, on croit encore entendre lointain le tic-tac obstiné d'une horloge de marbre, qui, un soir de 1932, avait commencé à compter les secondes d'un compte à rebours, dont Albert Lebrun, jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais cessé de mesurer le poids.